durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le bien-être au naturel, à l'honneur dans un nouveau rendez-vous en Alsace. Nous sommes dans le Bas-Rhin, dans le cadre somptueux du château de Tanvillers, dans le Val-de-Villers, avec l'une des cofondatrices de Peps et Zen, qui se déroulait les 27 et 28 avril 2019. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Ève Levanen, bonjour. Bonjour. Ça y est, Peps et Zen, c'est parti ? C'est parti, et plutôt bien parti d'ailleurs. Combien d'exposants, combien de manifestations ? Quand je dis manifestations, ce sont toutes les conférences. Et puis, quel temps allez-vous avoir aussi ? Alors, le nombre d'exposants, nous espérions en avoir 100 et on a quasiment atteint notre objectif puisque nous sommes à 97. Donc ça, le pari est déjà réussi à ce niveau-là. Ensuite, en termes de manifestations, il y en a une bonne quarantaine au total, très variées. Ça va des conférences, à des ateliers pratiques, à des animations plus ludiques autour de la chevalerie, des spectacles équestres. Donc c'est assez varié pour petits et grands. Le cadre ici du château de Tanvillers, Ève Levanen, est assez singulier pour accueillir une manifestation autour du bien-être naturel. C'est un choix délibéré, bien sûr. Absolument, c'est un choix délibéré. Faire un salon autour du bio et du bien-être dans un hall d'exposition comme beaucoup se font, ce n'était pas notre vision des choses. Et d'organiser un tel événement dans un cadre qu'on n'attend pas. Mais dans une nature absolument magnifique, avec une âme, avec une histoire, nous a paru évident. Qui plus est, peut-être que la propriétaire Simone Wagner, qui est juste à côté de nous, pourra en témoigner, mais les propriétaires de ce lieu sont aussi très branchés environnement, écologie, et donc ça s'est fait tout naturellement. L'inauguration de Peps et Zen ici au château de Tanvillers ce week-end du 27 et 28 avril a eu lieu en présence de nombreux élus. Oui. J'imagine bien sûr, Ève Levanen, que c'est important d'avoir le soutien des élus, mais c'est aussi peut-être nouveau pour ce type de manifestation. Alors, pas vraiment, parce que pour notre événement de BioBernay qui a lieu à Obernai depuis 16 ans maintenant, nous avons toujours sollicité le soutien des élus locaux, qui nous le rendent bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, Bernard Fischer, le maire de BioBernay, d'Obernai plus exactement, est même venu nous rendre visite sur la manifestation. Non, c'est absolument nécessaire pour inclure tous les acteurs, et les élus sont des acteurs, qui vont dans le sens, qui peuvent aider et favoriser à aller dans le sens de la défense et de la préservation et de la promotion de l'écologie et de l'environnement. Vous avez beaucoup communiqué autour de cet événement Peps et Zen, Ève Levanen. Est-ce qu'on peut s'attendre à un public nouveau qui sortent un peu de cet entre-soi, des gens qui tournent autour de l'écologie, qui consomment bio, qui font attention à la planète? On sait aujourd'hui que l'enjeu, il est ailleurs, il est de trouver, de convaincre. On est quasiment forcé au prosélytisme. Est-ce qu'on peut s'attendre à un public nouveau ici à Peps et Zen? Oui, et c'est le lieu qui va nous amener à un public nouveau. On imagine facilement que des personnes vont venir d'abord pour le lieu, puisque c'est un château qui est d'une propriété privée et qui ne s'ouvre que de façon très confidentielle et épisodique. Et peut-être qu'ils ne vont venir au départ que pour le château. Et la bonne surprise, ça va être pour eux de rencontrer des producteurs, de découvrir peut-être un univers qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, le pari est génial. Eh bien, nous, on va commencer la visite. Merci, Ève. Merci à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dans le parc du château de Tanvillers, il y a une grande toile de tente sous laquelle un maraîcher vend des plants de tomates et différents légumes. C'est Gabriel Willem
Et il y a également un piano sur cette toile. C'est quand même pas courant ça, Gabriel. Alors, ça a l'air pas courant, mais en fait, quand tu creuses un peu plus loin, beaucoup d'agriculteurs ou de paysans ont toujours une sensibilité musicale. Moi, il se trouve que je suis pas maraîcher, je suis musicien et maraîcher. Et je commence Alors, par musicien. musicien et maraîcher ou maraîcher et musicien? Musicien et maraîcher, parce que je suis pas du tout issu d'une famille d'agriculteurs, j'ai pas fait d'études agricoles, et mon métier principal, toujours aujourd'hui, c'est la musique. Voilà, je suis intermittent du spectacle, je fais des concerts, je fais des albums, je donne aussi des cours de piano. Et à côté de ça, depuis maintenant 4 ans, j'ai lancé un projet qui s'appelle Les Jardins en chantant, où on mêle culture et agriculture. La racine, et d'ailleurs on peut parler de racine pour le coup, est la même. La racine est la même, et en fait souvent la question de base c'est mais c'est bizarre, enfin ça n'a rien à voir, ou alors vous faites pas mal aux mains ou des choses comme ça. Et en fait moi j'ai trouvé complètement mon équilibre artistique dans cette activité-là, parce que je crée autant avec les variétés de légumes qu'on fait en travaillant le jardin que quand je suis à mon piano, qu'en voyant les enfants qui viennent dans nos jardins ou au concert, qu'en voyant les étoiles dans les yeux des gens, et prouver qu'il y a encore de l'avenir, quoi. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez joué en public, j'observais vos doigts. On voit que vous êtes maraîcher. Moi, je me suis fait engueuler par ma maman si j'avais joué avec des doigts pareils. À 18 ans, j'avais des rêves de concertiste en fait, et j'étais un jeune con comme beaucoup de personnes à 18 ans. Je le suis encore très certainement, mais je disais oh là là, faut pas que je fasse la vaisselle. J'avais des doigts beaucoup plus fins, beaucoup plus agiles, parce qu'il y a un peu ce mythe du pianiste avec les doigts de Chopin, très fins, très longs. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que le travail de la terre m'a permis de structurer ma main. Et là, je parle au sens premier du terme. J'ai beaucoup plus de force, je peux beaucoup plus rentrer dans la note, tout en gardant la sensibilité que j'avais avant. Donc l'équilibre, il est clairement là. Alors, j'imagine que les vrais musiciens purs, non pas que vous ne soyez pas un vrai musicien, on l'a bien compris, Gabriel Ludem, mais les musiciens qui ne font que ça doivent vous regarder un peu comme une espèce d'ovni dans leur milieu parce que vous êtes aussi maraîcher. Mais j'imagine que les maraîchers doivent aussi un peu s'interroger parce que vous êtes aussi artiste. Bah, c'est vrai en même temps, il y a un regard un peu différent, et en même temps, je sens quand même une espèce d'envie. Parce que comme dit, du côté du maraîcher, la plupart du temps, quand on creuse un peu, ils me disent ah, mais moi aussi je fais de la musique, et puis j'avais des rêves plus jeunes, etc. Et des côtés du musicien, il y a souvent ah, ben, moi je fais un petit jardin, et puis ça m'intéresse, et tout ça. Est-ce que finalement vous n'interpellez pas la société tout entière en se disant finalement vous brisez des tabous et des étiquettes? Après tout, maraîcher, musicien ou musicien maraîcher, pourquoi pas après tout? On peut être avocat, éleveur de chèvres. Si on fait bien les choses, mais alors il faut pas parler au passé, il faut y aller. C'est clairement, si on fait bien les choses avec travail, conviction, joie, envie, tout est possible. Maintenant, si on arrive effectivement en faisant le kéké en disant ah bah tiens, je ferais bien un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, il faut trouver juste le juste équilibre. On n'est plus dans une société où la valeur travail sans sens à court. Ça, il faut pas. Par contre, il faut pas aller à l'extrême inverse, qui est bon, je fais tout et n'importe quoi, je passe ma journée sur l'ordinateur, la télé, tout ça. Il faut retrouver. Pour moi, on est vraiment notre recherche au Jardin en chantant, et ma recherche en tant qu'artiste, c'est trouver un lien entre le ciel et la terre, un juste équilibre. Et clairement, ça se retrouve dans l'éducation, ça se retrouve dans notre façon de manger, de vivre, de parler, dans le social, dans l'économique. Il y a quelque chose à faire, et si on regarde l'histoire, on a un balancier. Par exemple, dans l'éducation, on est passé de la pédagogie noire, ferme ta bouche mon enfant, tu dis rien, à voilà, mon pauvre bébé, tu as mal, etc. Aujourd'hui, moi j'ai 34 ans, je fais partie d'une génération qui a envie d'avoir un cadre solide tout en étant aussi libéré à l'intérieur de ce cadre. C'est quoi? C'est la nouvelle génération des écolos qui ont les pieds sur terre? Je pense. Là, on reçoit donc le week-end prochain, enfin je sais pas quand c'est diffusé l'émission. On le précisera. On précisera. Le 3, 4, 5 mai, on a un festival dans notre parcelle qui s'appelle l'accroissement des jardins en chantant. Et là, on a reçu les premiers artistes. C'est un monsieur qui s'appelle Christian Poincheval, un géo trouve-tout avec une barbe blanche, un ancien 68 art quoi. Il va venir faire une sculpture de 8 mètres de haut avec des cagettes, avec des enfants aussi et tout ça. Et on a discuté beaucoup 68. Et effectivement, notre recherche d'aujourd'hui peut un peu se retrouver dans ces questions de communauté de l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on bénéficie du travail qui a été fait avant, et qu'on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Justement, à l'époque, ils n'avaient peut-être pas mis assez de limites et de cadres. Et Gabriel Ludem, vous n'êtes pas à votre coup d'essai, vous avez réalisé plusieurs albums. Là, c'est mon premier album solo. Avant, j'étais en duo
Ça s'appelait Audriel. On avait sorti 3 albums et fait 1000 concerts, donc ça avait beaucoup tourné. Là, le postulat de départ de cet album, c'était de dire, ok, voilà, j'ai clairement aussi changé de vie. Je suis passé d'acteur musicien à Paris à musicien maraîcher en Alsace. Et clairement, j'ai tout fait tout seul. L'enregistrement, tous les instruments, le mixage. Et c'est pas une histoire de dire je suis le meilleur, loin de là, c'est histoire de dire ok, c'est mon premier album solo, c'est important, qu'est-ce que j'ai à dire moi? Et pas moi plus l'ingénieur du son, le réalisateur, le musicien et tout ça. Est-ce que quand on joue de la musique aux légumes, ça pousse mieux? Question qu'on ne m'a jamais posée, bien entendu. Je vais faire la réponse comme d'habitude, mais qui est une bonne réponse selon moi. C'est pareil, je parlais avant d'équilibre entre ciel et terre. J'ai une croyance spirituelle, mais pas assez barrée pour dire les fréquences de la musique font pousser mieux les légumes. Par contre, je pense vraiment aux énergies aussi humaines, et finalement, en fait, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que jouer de la musique, en tant que musicien, me rend heureux. Étant heureux, forcément, le jardin auquel je participe va bénéficier de cette joie-là. Donc, les légumes poussent mieux. Musicien maraîcher, qu'as-tu dans la tête? Juste une évidence à rappeler qu'elle est courte la fête. Musicien maraîcher, et pourquoi pas banquier? Ce ne sont que des outils pour une même finalité. Je ne vois qu'un seul objectif dans ma mire, contribuer à éviter le pire, qu'elle ne soit pas morte. La volonté du beau, qu'on se souvienne encore de Chopin et d'Hugo. Je composerai une œuvre majeure, mais pour l'instant, au fond, je ne suis qu'un mineur acharné sur son modeste ouvrage, acharné pour ne pas perdre la page. Malgré mes 1m92, je grandis encore. Je prends du poids et je deviens plus fort. Et je vole, je vole, je vole, je vole, je vole, car je suis... Je vous demande de pouvoir propager ces quelques mots, que les enfants sachent que l'humain est bon, que nous sommes capables de tactile et d'émotion, que tous puissent se dire qu'il y a encore de l'avenir, qu'il y a encore de l'avenir en étant... Nous continuons notre promenade de découverte ici à Peps et Zen en ce dimanche 28 avril 2019. C'est au château de Tanvillé, c'est en Alsace. Beaucoup d'exposants. On s'arrête à l'instant devant le stand du Moulin Kircher. Jean Kircher, bonjour. Bonjour. Jean Kircher, vous êtes le patron des Moulins Kircher ou du Moulin Kircher, 9e génération. M'avez-vous dit tout à l'heure, depuis 1760, ce qui fait de vous probablement le plus vieux meunier de France. Mais vous êtes aussi boulanger. Oui, alors vieux, moi tout seul depuis 1760, ça ne va pas le faire. Mais nous sommes la plus ancienne famille de meuniers, probablement, oui. Et puis depuis 20 ans, je suis boulanger.
boulanger en Lorraine, où nous faisons des pains à l'ancienne. Alors vous êtes meunier en Alsace, mais boulanger en Lorraine. Voilà, c'est ça. Et on travaille effectivement comme il y a 50 ans, c'est-à-dire que nous évidemment, aucun ingrédient chimique ou de synthèse, sur des vieilles recettes, mais aussi des anciens procédés de fabrication, parce que le drame de la boulangerie, c'est qu'on a tout voulu accélérer. Et c'est ce qui fait que les pains aujourd'hui ne sont plus... Oui, ils n'ont plus trop la cote au niveau du grand public. Alors nous, on veut renouer avec cette ancienne tradition du pain, qui soit sain et qui soit bon. Alors, je ne vais pas vous vexer, Jean Kircher, en disant que forcément vos farines sont bio. Et je n'ai pas précisé que vous êtes installé à Ebersheim, c'est près de Sélestat, dans le Bas-Rhin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes à contre-courant de la tendance actuelle, qui précisément consiste à produire des farines plutôt blindées de pesticides et de fabriquer à l'ancienne? Parce que nous avons monté une filière céréales en Alsace avec une dizaine d'agriculteurs qui produisent donc du blé, de l'épeautre et du seigle, bio bien entendu, pour nous, que nous écrasons, nous transformons en farine et ensuite que nous transformons en pain. Et le principe même de cette démarche fait que nous excluons tout ce qui est automatisation, accélération des process, industrialisation. Nous continuons de travailler à la main comme il y a 50 ans. Et alors forcément, la question qui nous vient à l'esprit, ce sont forcément des produits qui sont tellement plus chers que le marché habituel. Et puis, est-ce que vous en vivez? Non, alors tellement plus cher, il ne faut pas exagérer non plus. Je vous provoque, bien la sûr. céréale est effectivement près du double de la céréale conventionnelle, mais cette dernière est tellement mauvaise que ça ne vaut plus rien. Donc peut-être on est sur un prix juste Comparons plutôt ce que qui est trop cher. comparable. C'est ça que vous dites. Voilà, c'est ça. Et donc il n'y a pas de... Vous savez, aujourd'hui, le consommateur a tendance à ne plus savoir qu'est-ce qui est juste. Si on tient compte de notre démarche, évidemment sans pesticides, sans produits chimiques ou de synthèse, dans le tout avec beaucoup de travail et physique et intellectuel aussi, parce que on renoue simplement avec les valeurs de nos anciens métiers. Et du coup, les produits sont totalement différents à la sortie. Et pour autant, Jean Kircher, est-ce que ça reste aujourd'hui des produits de niche, ou est-ce qu'on peut imaginer que vos produits sont accessibles, et ils devraient l'être, à l'ensemble de la population? Oui, bon, le pain reste quand même un aliment de base. Parler d'un pain cher, c'est quelque part une provocation. Parce que si vous réfléchissez, une baguette coûte moins cher qu'un café. Donc dans l'échelle de valeur, qu'est-ce qui est cher? Puis je m'apprêtais à ce que vous fassiez la comparaison avec un iPad ou un iPhone. Ne parlons pas de ça, parce que ça c'est les réalités. Il y a des gens qui ont des budgets Netflix supérieurs à leur budget alimentaire. Donc évidemment, c'est un choix, on est libre de ça. Le consommateur, tout citoyen, doit se prendre en charge. Il faut consommer citoyen et responsable. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dans la cour du château, ici à Tanvillers, je disais tout à l'heure, beaucoup de monde, beaucoup de stands. On ne va pas aller très loin, on va aller juste en face, tiens, sur le stand de Symbiose. Damien Zamolo, bonjour. Oui, bonjour. Damien Zamolo, vous avez un magasin à Sélestat et vous êtes venu ici avec votre stand. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce stand? Oui, donc sur mon stand, on retrouve des produits, des confitures locaux. On a du café qui vient équitable. On a des produits, des sirops locaux. On a des jus de pommes locaux. On a du miel local. Que du local, Damien Zamolo. Tout à fait. Alors il y a une chose que je n'ai pas précisée. Le magasin s'appelle Symbiose. Il y a un jeu de mots dans Symbiose, expliquez-nous. Oui, effectivement, il y a un jeu de mots. Tout d'abord, le magasin, c'est « Je suis un commerçant indépendant ». Je tenais à le signaler, c'est très important. Et dans le mot symbiose, c'est un magasin qui est 100% bio. Et je voulais faire une petite parenthèse par rapport à mon nom de famille, dont le nom Symbiose et le Z représente mon nom de famille, tout simplement. Alors il y a Symbiose, ça on comprend aussi, mais Saint s'écrit S-A-I-N-T. C'est un petit lapsus du fait que
Nous avons fait un appel sur les réseaux sociaux par le biais de Facebook. Et c'est un ami à nous qui a trouvé ce nom et c'est comme ça que ce mot s'est créé. Alors, le stand que vous avez aujourd'hui à Pep Cézanne, ici au château de Tanvillers, Damien Zamolo, ça représente une petite part de l'ensemble de votre magasin. Combien de références? Quelle surface à Célestat? Effectivement, c'est notre magasin à 450 mètres carrés de vente et actuellement, nous sommes à 16 000 références. C'est quand même considérable. Qui sont aujourd'hui vos clients, Damien Zamolo, chez Symbiose à Célestat? Nous avons une clientèle assez large du fait qu'on a des gros porte-monnaies, on a des gens plus simples, car dans notre magasin, nous proposons aussi des produits à 1 € pour éviter le déchet. Et nous avons aussi des mères de famille qui viennent par rapport à leurs enfants pour trouver des produits sains. Merci Damien Zamolo. Merci à vous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Odile Herbart, à l'instant même, vous revenez d'un café Klatch, ici chez Pep Cézanne, en ce dimanche 28 avril, toujours au château de Tanvillers. Bien sûr, vous avez parlé de quoi? J'ai parlé d'un thème qui concerne tout le monde, c'est trucs et astuces pour dépolluer son intérieur, son habitat. La pollution intérieure, c'est quoi? La pollution intérieure, ce sont tous les composants organiques volatiles, COV, oui, qu'on voit dans les lectures. C'est quoi ces petites bébêtes? Eh ben, ce sont des particules chimiques qui s'agglomèrent dans les poussières. C'est quoi ces... Qui proviennent d'où? Alors, elles proviennent justement il y a les formaldéhydes. Les formaldéhydes, c'est ce qu'on va trouver dans les cols chimiques, qu'on va trouver dans les parfums d'ambiance, dans les parfums des produits d'entretien. On les trouve également dans les habits neufs qui sont emballés quand ça sent... Tout ce qui sent mauvais ou tout ce qui sent... Allez, je vais rectifier. Pas naturel. Toutes les odeurs non naturelles, vous avez des formaldéhydes. Les formaldéhydes provoquent des malaises, des fois respiratoires, pouvant aller jusqu'à des maladies et des allergies. On trouve tous ces produits-là, Olivier Herbart, aussi dans vous disiez à l'instant, les cols des meubles, dans les moquettes, peu partout. Tout ce oui, ce sont des cols de vos meubles, c'est-à-dire oui, les moquettes, meubles agglomérés, etc. Je cite aussi ce problème-là parce qu'il faut se rendre compte qu'on passe jusqu'à 80% de son temps à l'intérieur de la maison. Tout le monde parle de pollution extérieure, qu'on voit par des fumées, qu'on sent, mais à l'intérieur, c'est très insidieux parce que c'est une pollution qu'on ne voit pas, mais pourtant qui est présente. Et alors quoi faire? C'est pas tout de dire ce que c'est. Quoi faire? Aérer beaucoup. Quand vous achetez des habits neufs, lavez-les la première fois. Quand vous achetez des meubles comme ça, dépolluez-les il existe des appareils qui absorbent ces polluants et aérer et passez-les de préférence à la vapeur, dont on parlera un peu plus tard. À telle enseigne d'ailleurs qu'on dit que l'air intérieur d'aujourd'hui est 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Peut-être aussi le conseil consiste à faire en sorte d'éviter de faire entrer ces produits-là en achetant des produits plus naturels peut-être aussi. Absolument. Et à ce moment-là, je vais citer une deuxième famille de polluants qui sont les phtalates. Les phtalates, c'est tout ce qui est ce qui plastifie, ce qui met de l'onctuosité dans vos produits cosmétiques. Donc, soyez vigilants à acheter des produits cosmétiques naturels ou faites-les vous-même. Il y a des ateliers d'ailleurs ici au salon de fabrication de produits naturels. Mais on en trouve aussi dans les bouteilles d'eau plastique, au-delà du fait que ça pollue. Sachez que les bouteilles d'eau plastique, alors les phtalates sont embêtants quand ils sont chauffés. Donc un plastique qui chauffe, c'est pour ça qu'il y a eu longtemps le débat avec les biberons qu'on chauffe en plastique. Quand le plastique est froid, il est inerte, il ne transmet pas beaucoup, mais il transmet beaucoup quand il chauffe. Donc évidemment, évitez le micro-ondes et évitez les bouteilles plastiques qui sont quand elles sont transportées, elles sont dans les camions ou dans des zones de stockage au chaud. Et ces filaments de phtalates vont se retrouver dans votre organisme. Alors c'était un des thèmes de ce café Klatch ici à Pep Cézanne, mais il y en a eu beaucoup pendant ce week-end sur différents thèmes. Celui que vous évoquez à l'instant, Odile Herbart, c'est un sujet que vous connaissez bien parce que vous êtes par ailleurs PDG de Vapodil. Oui, alors cette conférence ou ce café Klatch, je le fais dans un contexte de mon entreprise, puisque quand j'ai lancé cette entreprise il y a 14 ans, j'ai travaillé avec une équipe d'observateurs de l'air intérieur à Strasbourg qui a fait des observations de l'air chez les habitants et dans les écoles pour me positionner effectivement sur une solution de nettoyage qui
aille au-delà du bio et de l'écologie pour voir quel était l'impact humain sur le fait de parce que le ménage c'est quoi? C'est neutraliser les poussières et ces fameux composants qui sont dans les poussières. Et donc Vapodil, c'est quoi Vapodil? Vapodil est un nettoyeur vapeur sèche qui sort à 120 degrés poussé par 4 barres. Donc la vapeur est tellement fine qu'il n'y a plus de retombées mouillées. C'est comme le pressing à sec. Donc vous pouvez tout nettoyer, bois, vitres, et on y met des microfibres de manière à ne pas avoir des traces. Nous sommes toujours à Peps et Zen. Et c'est aujourd'hui dimanche 28 avril. Ça s'est déroulé sur 2 jours ici au château de Tanvillers, c'est dans le Bas-Rhin. Tiens, on va terminer avec un stand avec de très jolis vêtements. Bonjour. Bonjour. Comment s'appelle votre enseigne? Alors Alexandra Cusen, la mode au naturel. Voilà, j'ai préféré que ce soit vous Oui. qui le précisiez. Vous êtes commerçante itinérante. Voilà, je suis nomade. Et en fait, je me déplace dans certains magasins bio de la région Alsace. Et je fais également des salons. Est-ce que je peux citer les salons Bien ou sûr. pas? Donc, je fais la foire Éco-Bio de Colmar, donc, qui aura lieu en mai, fin mai, début juin. Bio Bernay au mois de septembre. Le salon Bienco également au mois de mai. Voilà. Qu'est-ce que les vêtements que vous proposez? Je disais tout à l'heure, ils sont très très beaux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, mes vêtements sont confectionnés à base de coton biologique, certifié GUTS. Donc, en fait, c'est une licence qui certifie que ça a été réalisé dans le respect de l'environnement et dans le respect de l'humain. Voilà, donc il y a toutes ces valeurs qui tournent autour des marques que je propose. Donc, ce sont des vêtements qui sont très colorés, avec des motifs sympas et surtout très confortables, durables. Quand on parle bio, on a souvent tendance à penser d'abord alimentation. On en a rencontré ici quelques-uns à Peps et Zen. Oui. Acheter des vêtements bio équitables, c'est encore une démarche, j'allais dire, supplémentaire. Tout à fait. Tout à fait. La démarche est un petit peu plus difficile, mais tout doucement, les gens prennent conscience que c'est aussi important de porter des choses qui sont saines pour la peau, pour la santé. Et puis peut-être aussi réduire l'impact
sur l'environnement. Tout à fait. Est-ce Oui. que votre clientèle vient chez vous parce que les vêtements sont beaux, parce qu'ils sont bio et équitables? Est-ce que c'est une continuité de l'alimentation bio ou est-ce qu'on peut venir acheter chez vous? Vous allez bien sûr, vous êtes commerçante, mais sans forcément être bio. Est-ce qu'il y a une posture, j'allais dire, globale de votre clientèle? Alors généralement, je sensibilise des gens qui ont déjà fait une démarche dans l'alimentation bio. C'est une continuité en fait. C'est une continuité. Une dernière question, Alexandra Kuzen. Ces vêtements sont fabriqués où? Alors le design est allemand. Donc la marque Chapati vient de Berlin et la marque Tranquillou de Dresden. Et la confection du vêtement est réalisée en Inde. Donc en sachant que tous mes vêtements ont un certificat, le certificat GUTS, qui dit que ça a été fait dans le respect de la terre et dans le respect de l'humain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Bernard Fischer, vous êtes le maire d'Aubernais, une commune pas très loin d'ici, mais vous êtes également vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin. Qu'est-ce qui amène le vice-président du conseil départemental et le conseil départemental, a fortiori, à soutenir un tel événement comme PEP Cézanne? D'abord, moi je reviens à mes racines paysannes. Mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai eu de la chance de faire des études supérieures, des études de pharmacie où j'étais émerveillé par la biologie végétale. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est un point. Et ça m'a poursuivi pendant toutes mes études et pendant ma vie également d'élu depuis 25-30 ans. Et donc je trouve qu'il est tout à fait normal que des collectivités comme départements, régions et collectivités locales, bien entendu, portent des manifestations d'envergure, comme cette magnifique manifestation PEP Cézanne, dont c'est une première ici qui allie toute une série de choses. D'abord la mise en valeur d'un patrimoine tout à fait remarquable, qui est le château de Tanvillers, fort méconnu par rapport à ce qu'il représente. Bravo d'ailleurs à ses propriétaires pour les initiatives qu'ils prennent. La deuxième chose, dans le monde dans lequel nous sommes, qui est très contrasté aujourd'hui, avec beaucoup d'interrogations partagées, des solutions bien entendu, mais il faut aller plus loin, c'est de mettre en exergue un tout petit peu tout ce qui concerne l'environnement, le bien-être, mais en même temps l'énergie. Et donc le slogan PEP Cézanne, voulu par Maurice Meyer, par Ève et par les autres, est tout à fait en adéquation avec la complémentarité de ce qu'ils font déjà à Bié-Aubernais, qu'on avait inventé ensemble dès 2003 et qui a été opérationnel en 2004. Donc le soutien d'une collectivité comme le département est d'une évidence à mes yeux, même si c'est modique pour l'instant, mais c'est tout à fait normal, c'est de l'argent public bien utilisé. Vous évoquez à l'instant Bié-Aubernais en qualité de maire d'Aubernais. Bernard Fischer, est-ce que depuis 2003-2004, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Alors évidemment, on souhaite à PEP Cézanne d'en bénéficier aussi dans quelques temps et le plus rapidement possible, mais est-ce que vous avez été surpris du succès de Bié-Aubernais et est-ce que ça ne manifeste pas d'une véritable demande sociale, voire sociétale? Absolument. C'est pas juste un phénomène de mode, c'est une évolution sociétale de prise de conscience depuis, je dirais maintenant 20 ans. Nous savons que nous avons des modèles économiques et sociaux où sans doute nous n'avons pas toujours pris les bonnes trajectoires, notamment le tout croissance qui est aujourd'hui terminé. Nous sommes à plus de 7 milliards d'habitants sur Terre, l'homme est un grand prédateur et il nous faut inventer d'autres modèles. Et or, on sait bien qu'on ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais qu'il faut, avec passion, porter, j'allais dire, des alternatives. Bié-Aubernais est l'une de ces gouttes d'eau, très belle goutte d'eau, dans un océan, j'allais dire, de vision, d'avenir, pour permettre de partager et d'ouvrir les yeux à nos concitoyens. Et c'est pour ça que c'est un tel sujet. Alors, est-ce que je suis étonné? Oui et non. On l'espérait à l'époque. Ça s'est inventé autour d'un café à la mairie d'Aubernais avec Maurice Meyer, pour qui j'ai une immense affection et plein d'amour. C'est un garçon extraordinaire et qui a surtout une vision des agricultures pour ne pas les opposer les unes aux autres. Mais on voit bien aujourd'hui des convergences d'énergie, des évolutions dans les modes de culture, dans les modes de production, dans les modes de distribution. Et donc c'est une belle aventure où nous avons une jauge entre 20 et 25 000 visiteurs par an. Et puis il y a aussi la notoriété même de la ville d'Aubernais qui joue un tout petit peu aussi et son attractivité. Donc ce n'est que du bonheur, du plaisir et surtout un enjeu d'avenir pour toutes les générations. Alors, à propos d'avenir, Bernard Fischer, et là c'est à nouveau au vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin que je m'adresse.
On sait aujourd'hui que l'équivalent de la surface d'un département disparaît sous le béton tous les 6 ans et demi. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe entre à la fois soutenir et tenir un discours comme vous le faites sur le développement de la bio et puis se laisser faire le grand contournement ouest de Strasbourg? Alors, sur des axes structurants, Villers, il est beaucoup plus délicat de se prononcer. Je me souviens de l'inauguration de l'A35 en 1975 avec le président Giscard d'Estaing. Et à l'époque, je m'interrogeais quand j'étais étudiant, est-ce que c'est bien qu'une autoroute traverse une ville comme Strasbourg? Et on se rend bien compte que l'exponentiel qu'on a connu sur l'usage de la voiture individuelle mettait à mal l'agglomération de Strasbourg et qu'il fallait un barreau complémentaire. Est-ce que le GCO est la réponse? En tout cas, maintenant, il est en train de se fabriquer, c'est fait. 2, par contre, je fais partie de ceux qui pensent depuis 15-20 ans qu'il n'est plus nécessaire de faire des voies de contournement là où ce n'est pas nécessaire. On a quand même mangé assez de terre à l'agriculture, et pas qu'à l'agriculture, mais en général. Il y a des contournements qui doivent encore être réalisés, mais après, ce sera terminé. 3e chose, j'ai présidé aux destinées du SCOT du Piémont-des-Vosges, le schéma de cohérence territoriale, secteur Bar-Bernstein, Aubernais-Rossheim, où nous avons voté le 7e SCOT de France en 2007, qui déjà mettait, non pas dans le marbre, mais quand même quasiment, le fait de vouloir préserver les terres agricoles et d'avoir un développement sur l'ensemble des 35 communes concernées qui soit très maîtrisé. Au niveau du PLU de la ville d'Aubernais, je me permettrai juste, nous avons aujourd'hui un PLU 11 500 habitants, 8 700 emplois. Plan local d'urbanisme. Plan local d'urbanisme. Et là aussi, je pense que nous sommes arrivés à une étape du développement qui a été intense pendant 50 ans, où il faut vraiment marquer un temps de pause. Donc il y a aujourd'hui d'autres interrogations que celles qu'on avait il y a 20 ans. Nous évoluons dans tous les domaines. Donc le département du Bas-Rhin, je puis l'affirmer, freine également un certain nombre, j'allais dire, d'enjeux qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais néanmoins, j'affirme aussi qu'il y a encore quelques infrastructures complémentaires qui doivent être réalisées. Ce n'est pas une réponse de Normand, mais c'est juste une vision un petit peu partagée. Joli moi, le mais la belle
Simone Wagner, votre famille est propriétaire de ce château de Temvillers, ici où nous sommes pour Peps et Zen, ce week-end du 27 et 28 avril 2019. C'est quand même un lieu assez extraordinaire. Oui, en effet, et nous en sommes tombés amoureux il y a une quarantaine d'années. Les premières fondations datent de 1089. Il y a une demeure seigneuriale, une cour, et le tout est flanqué de dépendances en U. C'est donc un château en U et non pas en T. Ça y est, Simone, je viens de capter, mais continuez. Oui, et donc nous l'avons acquis et nous essayons de le restaurer grâce à de l'événementiel. Et on est ravis d'accueillir un événement comme Peps et Zen. Alors, précisément, Simone Wagner, qu'est-ce qui vous a amené à accueillir ici cet événement Peps et Zen? Est-ce que c'était évident? D'où vient l'idée? Est-ce que c'est dans vos gènes, comme on dit aujourd'hui, dans votre ADN? Oui, disons que pour nous, ça n'est pas uniquement une question commerciale. Il y a également... c'est précisément, nous partageons les valeurs de ce qui a été montré ici et des producteurs, enfin des différents exposants, producteurs, créateurs, artisanat local, proximité et je crois que c'est tout à fait dans l'air du temps d'ailleurs. Alors, Simone Wagner, je me pardonnerai que je précise que vous n'êtes pas une châtelaine, vous êtes propriétaire avec votre famille de ce château. C'est un coup de cœur, parce que c'est non seulement un coup de cœur, mais c'est aussi un coup de folie. Ça a été un coup de cœur et c'est un coup de folie aussi. Mais c'est vrai que c'est une passion aussi. Alors, ce château, en tout cas le Val de Villers, à l'entrée du Val de Villers, est très connu des habitants. On a entendu aussi beaucoup de gens ici aujourd'hui à Peps et Zen dire mais on est venu voir aussi le château parce que c'est notre patrimoine et puis ça intrigue finalement. Oui, tout à fait, et c'est pour cette raison que nous l'ouvrons, bien qu'il y ait un petit côté confidentiel comme le disait Ève très justement, mais ça n'empêche pas au contraire, il faut l'ouvrir, il faut qu'il soit connu. Il a besoin d'être connu parce qu'il y a... c'est au travers des manifestations que nous pouvons nous permettre de le restaurer. Alors précisément, Simone Wagner, des actions de valorisation de ce château avec l'accueil de groupes, de mariages par exemple? Oui, tout à fait. Nous accueillons déjà à ce jour des mariages, des séminaires, des fêtes de famille en tout genre, baptême, anniversaire de mariage. Et nous espérons que... C'est toujours du bonheur d'ailleurs, de toute façon. Et en même temps, c'est du travail certes, mais c'est ce qui permet de faire vivre le château et de le partager. Merci Simone Wagner. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Maurice Meyer, vous êtes l'un des co-organisateurs avec Ève Levanen et Odile Herbart de cette manifestation Peps et Zen qui se termine là, voilà, c'est la fin du week-end, dimanche 28 avril, ici au château de Temvillers. Alors je ne vais pas vous demander si vous êtes heureux, puisque c'est la séquence coup de cœur, coup de gueule. Ah bah, moi je suis heureux, bien sûr. Je suis un organisateur heureux avec mes collègues. Pourquoi? Parce que on sent que dès qu'on rentre dans le château, il y a une ambiance. Donc Peps and Zen, ça veut dire la contradiction de quelque chose de très vital et quelque chose de très tranquille. Et effectivement, on a passé un week-end tranquille, pas d'accident, pas d'incident. Donc on est déjà content en tant qu'organisateur. Et puis dès que les gens sont rentrés ou sont arrivés dans cette grande allée de platanes, c'est comme s'ils étaient dans un autre monde et une autre époque. Et ils n'ont pas vu le temps passer. Et là, il y a encore un exposant qui vient de me dire, je vais passer 2 jours ici, je n'ai pas vu passer le temps. Et c'est déjà fini. Il faut dire aussi que, c'est vrai, Maurice Meyer, ce cadre s'y prête ici au château de Temvillers, 1000 ans d'histoire. Est-ce que c'est un nouveau concept, finalement, d'organiser ce type de manifestation dans un cadre remarquable comme ce château? En tout cas, pour nous, ce n'est pas un nouveau concept parce qu'on a toujours choisi des endroits remarquables et remarqués. Mais je pense que ça peut devenir notre signature et notre spécialité.
Alors, c'était quand même une gageure. On était venu vous voir il y a quelque temps, très en amont de cette manifestation. Vous avez pris, malgré tout, des risques. Bilan de la journée? Le bilan de la journée, c'est qu'on a bien démarré. Pardon, bilan du week-end. Le bilan du week-end, c'est qu'on a bien amorcé la pompe. C'est-à-dire les gens, samedi c'était un peu timide, aujourd'hui c'était très bien. Donc les gens ont répondu présent, ils ont vu ce qu'on pouvait faire, ils ont vu le lieu, ils ont ressenti cette ambiance. Et je pense qu'on ne pourra que aller de l'avant. Donc on peut doubler facilement le nombre de visiteurs d'ici l'année prochaine. Les exposants eux-mêmes sont plutôt des exposants locaux. Est-ce qu'il y a une marge de progression, là aussi, Maurice Meyer, avec des producteurs, des artisans locaux qui sont peut-être jamais venus sur ce type de manifestation et qui ont peut-être envie d'aller à la rencontre d'une nouvelle clientèle? Nul n'est prophète dans son pays, donc on a eu du mal à mobiliser effectivement les acteurs, les opérateurs du coin en premier, donc c'est quand même toujours bizarre. Bon, on a réussi finalement en partie, et effectivement, après le succès de cette première édition, je pense que ça va être plus facile pour certains de s'y lier, parce que certains ne sont pas trop aventuriers, ils vous laissent faire, et puis quand ça marche, ils arrivent. Ce sont les sages de la bande. On a entendu tout à l'heure Bernard Fischer, vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin et maire d'Aubernais, qui vous suit également sur Bio-Aubernais, donc je rappelle que vous êtes également les organisateurs. Est-ce que le soutien politique est en train d'évoluer pour ce type de manifestation? Il y a quelques années, on va dire une dizaine d'années en arrière, peut-être un peu plus, on ne peut pas franchement dire que les élus soutenaient les manifestations autour de la bio. Est-ce que les choses sont sincèrement en train de changer, Maurice Meyer? Je pense que les choses sont en train de changer parce que le monde change, la société change, les citoyens, les consommateurs changent. Maintenant, pour ce qui est le cas, entre guillemets, Bernard Fischer, dans le sens positif des choses, quand j'ai rencontré Bernard pour la première fois il y a 18 ans, je lui ai parlé de Bio-Aubernais. 5 minutes après, l'affaire était conclue. Et donc lui, il avait déjà des longueurs d'avance sur d'autres. Et puis, donc, on a fait une très belle inauguration hier avec les gens de la région, du département, députés. Et donc, on sent qu'on est soutenu. En fait, on sait que la population, les citoyens, les consommateurs, tout ça a besoin de changer. Et c'est par petites touches régulières de sensibilisation, comme cette manifestation, qu'on va y arriver. Même question qu'à Bernard Fischer tout à l'heure. Comment vous expliquez dans ce contexte-là, Maurice Meyer, qu'on arrive aujourd'hui à imposer un grand contournement ouest de Strasbourg? Je crois que vous m'avez déjà posé la question du grand contournement ouest de Strasbourg la dernière fois. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en tirer. On va tester, tiens, voir si c'est la même réponse. Merci, monsieur Eric, de me refiler la patate chaude en tant que producteur de patates. J'adore ça. Hein. Non, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'étais en Suisse le week-end dernier. Et quand tu vois le réseau de chemin de fer, le réseau cyclable et tout ça, impressionnant, les vélos à disposition partout. Tu arrives à l'hôtel, ils te mettent des vélos à disposition et tu peux faire le tour du lac des 4 cantons, j'exagère presque, en vélo. Tu peux aller partout. Arrivé à peine à l'hôtel, on te remet un billet qui permet d'accéder à tous les transports publics de tout le coin, directement, sans aucun supplément. Et les bus s'arrêtent régulièrement, toutes les demi-heures, devant chaque hôtel autour du lac. Donc, je veux dire, tu réfléchis pas une seconde, est-ce que tu vas prendre ta voiture ou est-ce que tu vas prendre le bus? Donc, tu prends le bus, tu as des voies spéciales pour les bus, tu arrives 3 fois plus vite, et après, tu n'as pas le problème du parking, ni le coût du parking, ni éventuellement le coût de la fourrière. Donc, je veux dire, à partir du moment où tout est mis en place, en fait, on n'a même pas réfléchi. Hein. Donc, pour moi, c'était clair qu'on n'allait pas prendre la voiture pour retourner en ville. Donc je pense qu'il faut vraiment faire des choses, comme en agriculture biologique, il faut installer le contexte pour que ce soit possible. Si on ne fait pas de rotation des cultures, c'est sûr qu'on va louper nos cultures. Si on ne fait pas tout ça, donc en Alsace, on a une chance, c'est la densité de population. Et donc il faut vraiment se battre pour que le réseau ferroviaire, le réseau des vélos et que les services existent et que même peut-être, comme le cas de je cite en Suisse, soit gratuit. Et à ce moment-là, on switch directement parce qu'il y a tellement d'avantages. Aussi longtemps que ce n'est pas mis en place, ça veut dire que c'est toujours le véhicule et la voiture qui est roi. Alors, et puis à partir du moment où la voiture est reine, plutôt que roi, je suis un peu perturbé parce qu'on est dans un château, il faut faire toutes les infrastructures pour la voiture. Alors il faut se battre contre qui, Maurice Meyer? C'est une très bonne question. Donc il y a plusieurs points de vue en écologie. En écologie, à un moment, on nous a dit oui, il faut que chacun fasse un effort de trier les poubelles.
c'est très bien. Mais après, il faudrait quand même dire à un certain moment, il faut faire un effort pour ne pas emballer tous les produits. Parce que rien que de faire l'action de base, ça ne suffit pas. Donc les efforts sont nécessaires partout. Et plus on monte au sommet de la hiérarchie, plus on a l'impression toujours que c'est le pouvoir de l'argent et voire le chantage à l'emploi. Et je pense qu'il faut sortir un peu de cette façon de penser. Et puis des fois, on a déjà parlé de la Chine l'autre jour. Les Chinois, quand ils prennent une décision, c'est pour tout le monde et c'est tout de suite là. Et effectivement, on peut facilement prendre des grandes décisions qui ont de gros impacts. Ici, on a l'impression que des fois, plus personne n'ose prendre de décision. Voilà pour ce reportage sur Peps et Zen, le nouveau rendez-vous du bien-être naturel qui s'est déroulé les 27 et 28 avril 2019 au château de Tanvillers dans le Bas-Rhin. Avec Ève Levanen, Odile Herbach et Maurice Meyer, fondateurs de l'événement. Odile Herbach étant par ailleurs PDG de la société Vapodil. Bernard Fischer, maire d'Aubernais et vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin. Alexandra Kuzen, gérante de la mode au naturel. Gabriel Willem, musicien maraîcher, Jean Kircher, meunier boulanger, PDG du Moulin Kircher, et Simone Wagner, propriétaire avec ses frères du château de Tanvillers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur peps-zen.com et concernant le château de Tanvillers sur château-2-tanvillers.com. Vous avez pu écouter Dans l'ordre, paysan et fier de l'être par le musicien maraîcher Gabriel Willem, paru sur son premier album solo sorti en 2018, Gruß an das Elsass, de l'accordéoniste et compositeur slovène Slavko Avčenik, interprété ici par le groupe suisse Krainer Mania, paru sur l'album Oberkrainer Pur, sorti en 2007. Et enfin, Au bord de la fontaine, par le groupe québécois Le Vent du Nord, paru sur l'album Maudite Moisson, sorti en 2003. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.